Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, affaire de la bagarre à l'Assemblée nationale, le procureur requiert 2 ans de prison ferme contre les députés du PUR. Le délibéré est attendu le 26 décembre prochain. Conférence annuelle des chefs de parquet, défis et perspectives de la politique pénale générale. Le garde des Sceaux salue les avancées comme l'introduction de la surveillance électronique. Le rapport de la Cour des comptes continue de faire des vagues. Le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement va déposer une question d'actualité à l'Assemblée nationale. La même démarche est adoptée par Guy Marius Sagna et l'ancienne Premier ministre Aminata Touré. Et puis à suivre le reportage de ce 20h, la fraîcheur du mois de décembre tarde à s'installer au Sénégal. Les cols roulés restent encore au fond de la garde-robe. Faut-il y voir un signe du changement climatique? Reportage à suivre. Mort d'un cultivateur à Kirène, le présumé meurtrier et son marabout logeur arrêtés par la gendarmerie nationale. Le mis en cause a été interpellé au village de Saré-Biram, près de la frontière gambienne. Les 2 individus ont été conduits à la section de recherche de Thiès. Cette affaire, vous le savez, est relative à la violente bagarre survenue le 13 décembre dernier entre agriculteurs et pasteurs. Un cultivateur du village de Kirène avait été mortellement blessé par arme blanche par un berger. En représailles, des populations de Kirène avaient incendié plusieurs maisons à Tchomborpeul, localité où le présumé meurtrier s'était réfugié. L'autre grand titre de cette édition, affaire de la bagarre à l'Assemblée nationale, le procureur de la République requiert 2 ans de prison ferme contre les 2 députés du PUR, Massasta Samb et Mamadou Niang. La plaignante dans cette affaire réclame 500 millions de francs CFA des dommages et intérêts. Le délibéré est attendu le 26 décembre prochain. L'actualité judiciaire, c'est aussi la conférence annuelle des chefs de parquet tenue ce matin. Le garde des Sceaux a évoqué les défis et les avancées de la politique pénale générale du Sénégal. Les avancées comme l'introduction de la surveillance électronique, même si d'autres défis relatifs à la lutte contre le surpeuplement carcéral restent encore à relever. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Jafar Abba. C'est un rendez-vous annuel où il est question d'échanger sur la politique pénale. Et pour cette édition, il s'agira de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de la circulaire de politique pénale générale du 14 janvier 2019, un instrument d'inspiration et d'orientation des magistrats d'après le garde des Sceaux. Mesdames et messieurs les procureurs, la circulaire de politique pénale générale a constitué pendant les 3 dernières années notre tableau de bord dans la mise en œuvre et la conduite de nos attributions. Elle a servi également d'outil de gestion, orienté vers des résultats concrets, afin de mesurer notre performance et par le contrôle de l'exercice de l'action publique dont vous êtes les principaux animateurs, d'apporter les indications nécessaires à l'atteinte des objectifs précités. Le ministre de la Justice a tenu à partager avec les chefs de parquet un certain nombre de défis. Par exemple, le surpeuplement carcéral qui demeure toujours une préoccupation, malgré quelques réponses apportées par les autorités étatiques. Je pense qu'après des discussions sur le bracelet électronique, voire une circulaire sur la mise en œuvre ou la mise en place du bracelet électronique, je pense que finalement l'utilisation du bracelet électronique pourrait aussi être considérée comme un indicateur de performance. Les dossiers en attente de règlement définitif, souvent pour un temps assez long, les lenteurs dans le traitement et la transmission des dossiers frappés d'appel et l'usage timide des modes d'aménagement de peine compromettent également l'importance des performances que vous avez réalisées dans d'autres aspects de la justice pénale. Professeur Ismaël Madior Fall s'est dit ouvert à toute proposition qui va dans le sens d'améliorer notre politique pénale.
Le rapport de la Cour des comptes continue toujours de faire des vagues. Le secrétaire général du SAMES se dit pas surpris par ces révélations. Dr Wali Kouli Diouf annonce avoir relevé des attitudes suspectes dans le passé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le voici avec Chérif Diam. Pour assorti, il n'a fait que nous conforter sur notre thèse selon laquelle le ministère est en train d'acheter des produits Covid à partir des fonds force Covid ailleurs qu'au niveau de la PNA. Alors que le président de la République, lors de son conseil des ministres du 4 avril, avait demandé à la PNA d'assurer un stock de fonctionnement et un stock de sécurité, ce que la PNA a exécuté. Le rapport de la Cour des comptes a sorti donc des informations faisant état d'un marché de plus de 18 milliards. Cela ne nous a pas étonnés, dans la mesure où nous l'avions vu, peut-être c'est les montants que nous ne savions pas, mais on savait que le ministère est en train d'acquérir des produits ailleurs qu'au niveau de la PNA. Il y a quelques produits qui ne répondaient pas aux normes, ça même je peux le dire. Par exemple, sur les Kazakhs, donc les premiers Kazakhs qu'il nous a livrés n'étaient pas des Kazakhs de bonne qualité. Et lorsqu'on les a donnés aux médecins, donc c'est des gants qui, lorsqu'on les portait, ça commençait à se déchirer. Mais le rapport a sorti que les prix que la PNA fait sur ces produits sont largement inférieurs au prix que cette structure, que je ne maîtrise pas trop, vendait au ministère. Et suite au tollé général qu'a suscité ce rapport de la Cour des comptes, les politiques s'emparent de l'affaire. Le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement va déposer une question d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale. En conférence de presse cet après-midi, les députés du groupe Wallou ont par ailleurs balayé toute dissension avec leurs collègues du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Voici le député Ndiaga avec Aminata Mbaresso. Il s'appelle groupe LDC, c'est le groupe Liberté démocratique et changement. On avait jugé nécessaire de ne pas voter pour la motion de censure. On a pris comme position le vote sanction par rapport le vote sanction qui consiste donc à une abstention par rapport à la motion de censure, parce que tout simplement nous n'avons pas été associés dans la procédure de prise de décision et de dépôt de la procédure donc de la motion de censure. Et comme nous n'avons pas été informés à temps, on n'a pas eu les informations qui pouvaient nous pousser à voter avec le groupe Yewwi. C'est pourquoi nous avons senti la nécessité de voter abstention par rapport à la mesure. Quand on est venu à l'Assemblée nationale, c'est de concert qu'on travaillait, c'est en concertation qu'on travaillait, c'est en partageant les informations que nous avions de part et d'autre qu'on partageait et qu'on travaillait. Et que par rapport à la motion de censure, ça n'a pas été le cas. C'est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas été ensemble dans le vote par rapport à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de rupture, il n'y a absolument rien. C'est qu'à un certain moment de la vie, des deux structures, on a eu à ne pas nous entendre sur des questions, à ne pas nous accorder sur une question. C'était la question de la mesure de motion de censure. C'est la seule question sur laquelle on n'a pas été ensemble, on n'a pas été en phase, et nous pensons que pour le futur et à l'avenir, nous allons travailler et ensemble voterons les lois qui seront devant nous. Question d'actualité sur le rapport de la Cour des comptes déposé également par les parlementaires Aminata Touré et Guy Marius Sagna. Les deux députés ont co-signé la question d'actualité. Voici les explications de Aminata Touré au téléphone de la radio Futur Média. On motive notre lettre demandant une séance à l'Assemblée nationale sur le rapport de la Cour des comptes relatif au fonds Covid. C'est l'indignation générale que ce rapport a suscité. Pendant que des Sénégalais luttaient pour leur vie dans les hôpitaux, pendant que certains de nos compatriotes, hélas, ne sont même plus là, nos responsables qui étaient supposés utiliser cet argent à bon escient, eux pensaient à s'enrichir. C'est ce que le rapport nous indique. Donc nous avons besoin d'explications, nous qui sommes à l'Assemblée nationale pour représenter les Sénégalais. Il faut que les détails vraiment de cette affaire-là qui scandalise tout le Sénégal soit faite et que les coupables répondent de leurs actes.
c'est pour moi une double abomination. Déjà, mal utiliser l'argent public, c'est une très mauvaise chose pour nos pays qui manquent de tout. Mais en plus, le faire dans des moments d'angoisse générale, dans des moments où les gens perdaient leur vie, luttaient pour leur suivi, ça, c'est également une autre abomination. C'est une double abomination qui mérite aujourd'hui d'être élucidée et que l'argent du contribuable soit ramené dans les caisses de l'État. Tout autre chose, 21e anniversaire de la disparition du président Léopold Sédar de Senghor. Le cercle culturel Léopold Sédar Senghor rend hommage au président poète, thème de cette édition, enraciné dans nos valeurs de foi sociaux et culturelles pour un avenir porteur de vie et d'espoir. Les acteurs politiques de notre temps doivent s'inspirer de Senghor selon les conférenciers Daimati Dieng et Mamadou Gueye. Président de la République du Sénégal reste toujours vivace pour le cercle qui porte son nom à Joal. Pour ses membres, 21 ans après sa mort, Léopold Sédar Senghor demeure toujours une élite. Que nous revenions à Senghor, que nous revenions à Senghor, que nous revenions au Djom, que nous revenions au Kersa. C'est important le Kersa. Il faut que nous revenions aux valeurs que nous enseignait Senghor. Les valeurs, c'est s'enraciner, croire en ce qu'on est, croire en ce qu'on nous a appris et maintenant s'ouvrir à l'homme. Pour Anna Bop, danseuse retraitée du théâtre Sorano, les jeunes doivent se servir de Léopold Sédar Senghor comme un exemple de réussite. Les jeunes d'aujourd'hui, comme le dit le panel, ils n'ont plus le temps de lire, ils n'ont plus le temps d'écouter. Ils sont avec les téléphones, les WhatsApp et tout ça là, et c'est très dangereux. Il faut qu'on revienne aux sources. Il faut qu'on vérifie l'éducation africaine. Parce que nous, Africains, on a une éducation exceptionnelle. Le maire de Nguyen, quant à lui, appelle l'administration sénégalaise à adopter le leadership et le sens des responsabilités de l'ancien président pour éviter des scandales comme ceux pointés ces derniers jours par la Cour des comptes. Senghor, qui aimait le travail bien fait. Aussi, Senghor aimait la ponctualité. Indépendamment de ça aussi, Boulogne, Alal, nous avons 500 millions, nous avons retraité. Mu jël ko endossé ko au nom de la fondation Léopold Sédar Senghor kon kooku ci doon jamono ji léegi on parle de milliards boo xoolee temps yi Cour des comptes yi ni mu demee. Lors de cette 6e cérémonie d'hommage à Léopold Sédar Senghor, la culture sérère à laquelle il tenait tant a été bien représentée. Le président Senghor, qui a longtemps porté le manteau de l'émerveillement et de la grandeur, poète d'abord, professeur, soldat tirailleur et homme d'État ensuite, Senghor restera Senghor, c'est-à-dire unique et sonore, dixit l'un de ses plus illustres héritiers, Amadou Lamine Sall, dans sa traditionnelle lettre à Senghor, le 20 décembre. À Saint-Louis, 74 enfants de troupes ont intégré le Prytanée militaire Charles Thiororé, 50 Sénégalais et 24 étrangers. Le commandant de l'école a invité les jeunes pensionnaires à se méfier des réseaux sociaux et à prendre exemple sur le parrain Emmanuel Sarr de la promotion 1990-2006. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Parce qu'elle témoigne l'entrée définitive des élèves au Prytanée militaire Charles Thiororé. Les 74 nouveaux enfants de troupes sont issus de plusieurs nationalités, dont 50 Sénégalais et 24 ressortissants des pays de la sous-région. Ils sont arrivés devant le public à pas feutrés, ils chantent et jurent de respecter les futures épreuves dans cette école militaire. Sur place, les enfants de troupes sont appelés à suivre les pas des anciens et du parrain de l'école militaire. Méditez la vie exemplaire de notre parrain, le capitaine Charles Thiororé, et restez fidèle à la devise de l'école, savoir pour mieux servir. Ces nouveaux pensionnaires du Prytanée militaire Charles Thiororé jurent de travailler dans la discipline pour relever le défi. Après avoir reçu les attributs et insignes des mains des différents parrains, les nouveaux élèves sont désormais à visage découvert. Ils vont séjourner ici pendant 7 ans au Prytanée militaire Charles Thiororé. Un passage qui ne sera pas du tout repos. Le colonel Mamour Sarr est le commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis. Avec les effets pervers des réseaux sociaux, il vous faudra vous couvrir d'un caparazon pour échapper au mimétisme, à l'uniformisation dangereuse de la pensée et à l'esprit séide qui est contraire à l'esprit enfantin.
Capitaine Emmanuel Sarr de la promotion 1990-2006 est le parrain des nouveaux enfants de troupe du Prytanée militaire. Il a été décoré à plusieurs reprises par les Nations Unies, un parrain exemplaire que ses enfants ont promis d'imiter pour savoir afin de mieux servir leur nation. Merci beaucoup, Seynou. Restons dans le Nord pour évoquer le déplacement du ministre de la Pêche en République islamique de la Mauritanie. Papa Sanyambaye a rencontré les acteurs de Saint-Louis et promet de trouver des solutions avec son homologue mauritanien en vue de la restitution des centaines de pirogues sénégalaises arraisonnées à Ndiago. Toutefois, il a appelé les pêcheurs guetnariens à respecter les lois des pays d'accueil. Le voici avec notre équipe à Saint-Louis du Sénégal. Tourne autour de ça. Ces pirogues arraisonnées. Il est beaucoup plus difficile de trouver les actions correctives, mais nous ne devons pas occulter les causes origines. Ces pirogues, si elles sont arraisonnées, c'est de fait d'infraction. Il faudrait qu'on conscientise nos parents à faire moins d'infractions et à respecter les lois en vigueur dans les pays amis. Il est très facile de pouvoir dénoncer, mais attaquons-nous aux causes origines. Dites à nos amis, arrêtons de faire des infractions. Respectons les lois en vigueur dans les pays d'accueil. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Et une fois, des problèmes, ça ne manque pas. Il peut même y avoir des abus de l'autre côté. Mais nous devons discuter, trouver des plages de convergence. Forum sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage. Le ministre de tutelle souhaite supprimer toutes les contraintes. Les acteurs du secteur privé se sont exprimés lors de ce forum tenu ce matin. Écoutons le ministre Ali Saleh Diop avec Alassane Ba. Édition du forum va privilégier une approche basée sur l'écoute des acteurs privés par les institutions publiques et parapubliques pour apporter des réponses aux préoccupations exprimées et, dans la mesure du possible, co-construire des pistes de solutions. En organisant ce forum, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales et ses partenaires visent à réaliser l'énorme potentiel du secteur de l'élevage en termes de souveraineté alimentaire, de génération de richesses, de création d'emplois et de réduction de la pauvreté, de la précarité sociale, conformément aux axes prioritaires du plan Sénégal émergent. Il a été conçu dans un format qui, nous l'espérons, favorise le partage d'expériences et d'analyses sur les rigidités structurelles et les contraintes récurrentes qui freinent l'investissement privé. À Linguère, 30 agripreneurs ont été capacités durant 25 jours dans les techniques d'embauche ovine, bovine, en aviculture et entrepreneuriat. Une initiative du projet AgriJeunes pour faciliter leur insertion dans le monde du travail. La cérémonie de remise des attestations et des bons de financement s'est tenue à Linguère, compte rendu Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Former des agripreneurs en embauche ovine, bovine, en aviculture et entrepreneuriat. Aujourd'hui, on s'est réunis pour remettre des attestations de formation aux agripreneurs qui ont suivi une formation au CFP de Linguère pour une période de 25 jours. Comme vous le savez, c'est un processus qui a commencé depuis la présélection, la sélection, les revues qualité et la formation. Aujourd'hui, les récipiendaires, après avoir décrié les retards de financement, n'ont pas manqué d'apprécier cette formation qui constitue pour eux un renforcement de capacité. C'était une formation intéressante parce que ça nous a donné l'occasion, vraiment, en tant que jeunes agripreneurs, de renforcer nos capacités techniques. C'est vraiment un peu compliqué de faire la formation et de faire tout ce qu'il fallait aussi, et après on court derrière des financements. Donc nous lançons un appel pour que vraiment cette situation-là soit vraiment réglée. Après cette étape,
Agri-Jeunes va mettre en place des mécanismes de gestion de risques afin de faciliter aux agripreneurs l'accès au financement. Parce que comme vous le savez, le projet Agri-Jeunes ne finance pas directement les agripreneurs, mais il les finance à travers des partenaires financiers. Donc c'est un travail que nous avons commencé avec ces institutions financières. Et ce travail consiste d'abord à mettre en place, à élaborer une convention de partenariat, n'est-ce pas? Et dans cette convention, nous avons précisé que l'Agri-Jeunes va mettre en place en tout cas des mécanismes de gestion de risque tels que la mutuelle de cautionnement qui est une sorte de garantie, mais aussi l'assurance agricole à travers notre partenariat avec la CNAS. Au centre de formation professionnelle de Linguère, 30 agripreneurs ont été formés durant 25 jours pour faciliter leur insertion dans le monde du travail. Merci Mamadou. Les cols roulés et autres habits lourds resteront encore et encore au fond de la garde-robe. Vous l'avez peut-être ressenti et remarqué. La fraîcheur du mois de décembre tarde à s'installer cette année. Le régime de vent actuel ne favorise pas l'entrée de la fraîcheur selon les services de l'ANACIM. Alors faut-il y voir un signe du changement climatique? Nos équipes ont mené l'enquête. C'est un sujet réalisé par Cher Diop et Pape Sangonembaye. D'habitude, décembre, c'est le mois où il fait très frais. Le mois où les habits lourds ont la cote. Mais c'est bizarre, le mois de décembre de cette année est marqué par la chaleur. Le climat est chaud actuellement. Et ceux qui s'attendent à un changement de port vestimentaire peuvent déchanter. À ce moment-là, il fait très chaud. Les gens demandent plus les Lacoste, les t-shirts, par rapport aux autres. Une hausse de la température journalière est notée. Selon l'ANACIM, l'harmattan souffle beaucoup plus et on assiste à un vent du nord-est. Et cet harmattan-là est un peu plus présent que d'habitude. Donc disons que le régime de vent que nous avons actuellement au Sénégal ne favorise pas l'entrée de la fraîcheur. Parce qu'il faut rappeler que cette fraîcheur nous provient d'Europe, donc vers les pays maghrébiens et la Méditerranée. Et pour que cette fraîcheur redescende au Sénégal, il faudrait qu'on ait la présence des alizés maritimes. Les impacts des changements climatiques sont nombreux. Maintenant, on peut en citer, supposons, les sécheresses qu'on est en train de vivre. On peut citer les précipitations, les fortes précipitations, ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes, que ce soit les vagues de chaleur, que ce soit des feux de brousse, que ce soit les inondations qu'on est en train de voir et les vagues. Et aussi, on a l'avancée de la mer, qui est quelque chose aussi qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas, au Sénégal. Et tout cela constitue des impacts du changement climatique. Décembre, où les costumes et autres cravates prennent la place des tenues africaines, et un mois prisé par les commerçants, un mois de fête, comme du pain bédi. Mais là, il faudra attendre des temps plus frisqués pour écouler les habits lourds gardés bien chauds en stock. Eh ben oui, merci beaucoup, cher. Relance du tourisme en Casamance. Kafountine veut redynamiser ce secteur, principale activité économique dans la zone. La journée de lancement des activités touristiques qui a servi de cadre de déclinaison des objectifs pour la campagne en cours a été mise à profit par le maire pour plaider la réouverture de l'aérodrome d'Abéné ainsi que l'implantation d'une brigade de gendarmerie à Kafountine. Ouais, tout cela avec Lamine Ba et Lamine Manchok. L'essentiel des politiques de relance du tourisme post-Covid-19 sont orientés vers Cap Skirring. Kafountine, second site d'attraction touristique de la région, veut jouir des mêmes privilèges pour relancer le secteur. La mairie en a décliné l'objectif au cours d'une journée de relance des activités touristiques qu'elle a elle-même initiées. Rétablir l'équilibre dans la région de Ziguinchor, tant connue, parce que si on parle de tourisme dans la région de Ziguinchor, c'est Cap Skirring et Kafountine qui sont cités. Mais aujourd'hui, le tourisme à Kafountine est au ralenti et que toutes les conditions sont réunies maintenant pour que l'activité reprenne sa place. La sécurité et l'accès à la zone sont des préalables à la réussite de la politique de relance du tourisme dans la zone. C'est ce qui pousse le maire à demander la réouverture de l'aérodrome d'Abéné et l'implantation d'une brigade de gendarmerie à Kafountine. L'hôtel de Kalissaï a fermé parce que c'est lié à l'aérodrome d'Abéné. Nous lançons un appel au ministre du Tourisme pour qu'il s'attelle sur cette question afin que l'aérodrome soit ouvert
l'appel que nous lançons, ou la recommandation que nous formulons, c'est de mettre en place une brigade de gendarmerie à Kafountine. Un plaidoyer soutenu par les acteurs du secteur du tourisme. L'aérodrome d'Abéné, que c'est un outil de travail pour nous, ça nous a handicapés. Cet aérodrome d'Abéné, ce n'est seulement pas dans une situation touristique, mais sanitaire aussi, parce qu'on a eu des évacuations sanitaires qui se sont passées dans la zone et du gouvernement pour qu'ils fassent la nécessité possible pour l'ouverture de cet aérodrome. Le tourisme, principal secteur pourvoyeur d'emplois dans le Kafountine, est dans l'impasse du fait principalement des antécédents liés au conflit que le sud du pays a connu. Les autorités locales tentent depuis quelques années de le relancer en agissant positivement sur le taux de fréquentation touristique. Merci Lamine. Et puis dans l'actualité sportive, la Fédération sénégalaise de football informe l'opinion que le Sénégal n'est pas candidat pour l'organisation de la CAN 2025. Les autorités sportives du Sénégal se focalisent pour le moment sur la construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives à travers le pays. En sport, toujours, le CM Amadou Ba de Thiès et le lycée de Koutal qui représente le Sénégal au tournoi qualificatif au championnat scolaire de football de la CAF. Les équipes du dernier carré au mondial 2022 qui rentrent dans leur pays respectif. Le round-up de l'Actu Sport, c'est avec Cher Salibou Diarra. Le championnat scolaire africain de football 2023. Les éliminatoires de l'UFOA Zone A se tiennent présentement à Praia, au Cap-Vert, jusqu'au 21 décembre prochain. Un tournoi de 3 journées avec 6 écoles en garçons et 7 en filles. Le Sénégal est représenté par le CM Amadou Ba du quartier Sampaté de Thiès chez les filles et le lycée de Koutal chez les garçons. Les deux vainqueurs vont représenter l'UFOA Zone A au championnat scolaire africain de football de la CAF, prévu en avril 2023. Toujours en football, l'équipe nationale locale du Sénégal, auteur d'un nul 2 buts partout face à l'Algérie, pays hôte du CHAN 2023, va jouer un autre match de préparation ce mercredi. Un duel contre l'équipe nationale locale du Maroc à partir de 16h. Au CHAN 2023, du 13 janvier au 4 février prochain, les Lions locaux sont logés dans la poule B qui, après le forfait de l'Ouganda, réunit 2 autres sélections, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Cette dernière a dévoilé le programme de sa préparation avec la publication d'une présélection de 39 jours. Elle aura un premier regroupement du 27 au 31 décembre prochain à Kinshasa. Le second, prévu en Tunisie, c'est du 2 au 8 janvier 2023 avec des rencontres amicales au programme. En attendant, les équipes du dernier carré du mondial 2022 rentrent au Bercail ce lundi. Le Maroc, premier pays africain demi-finaliste d'une Coupe du monde de football, va certainement recevoir un accueil populaire. Tout comme l'Argentine, championne du monde pour la 3e fois de son histoire, Lionel Messi et compagnie vont effectuer une parade triomphale à Buenos Aires. Reste à savoir qu'est-ce qui sera réservé à la France, vice-championne du monde. Les Bleus, qui ont perdu le titre mondial, perdent aussi pour la suite un des leurs. L'attaquant Karim Benzema, absent à Doha à cause d'une blessure, met fin à sa carrière internationale. Une annonce sur les réseaux sociaux où le numéro 9 du Real Madrid, 35 ans ce lundi, laisse ce message, je le cite. « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » Le Ballon d'Or 2022 compte avec l'équipe de France 97 sélections pour 37 buts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Fatou Kinedem ce soir et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.